Bonjour à toutes et à tous, surtout à celles et ceux qui n'étaient pas là ce matin. Nous allons donc continuer ce colloque cet après-midi avec deux tables rondes. Une première table ronde sur, en gros, les nouveaux champs de réflexion et d'intervention syndicale et les changements dans le monde du travail. Et la seconde table ronde sur l'écosyndicalisme. Je passe donc immédiatement la parole à Francis Vergne, qui est l'animateur de la première table ronde. Merci Jean-Michel. Donc bonjour à toutes et tous et merci donc pour votre présence. Notre intention dans cette première table ronde est de réfléchir et d'échanger effectivement autour de ce que les nouvelles formes du travail et du rapport au travail et de l'emploi modifient pour le syndicalisme, en termes en particulier de conception de l'intervention syndicale, de renouvellement des formes d'action et de renouvellement également des pratiques. Donc pour le dire, disons, avec une formule ramassée, comme il en a été déjà question ce matin, qu'est-ce que le néolibéralisme fait au syndicalisme et comment ce dernier doit-il et peut-il y répondre? Et cela en articulant effectivement emploi et travail sans opposer la défense de l'emploi et lutte pour un travail, n'importe le terme, digne, désaliéné, etc. Voilà en gros le champ de réflexion assez vaste pour tout dire que nous avons retenu. Alors il me semble que l'une des figures centrales qui s'impose aujourd'hui dans le paysage social est celle de la précarité, peut-être faudrait-il dire de la précarisation générale des rapports sociaux, et elle sera naturellement présente et surtout éclairée par les 4 interventions prévues. Donc j'en profite pour remercier les intervenantes et les intervenants qui ont répondu positivement à notre demande et je vous indique le déroulement que nous avons prévu. Le premier intervenant sera Michel Brevard, membre du secrétariat national du SNUTEFI-FSU, qui syndique en particulier, pas seulement, mais qui syndique en particulier les personnels de Pôle emploi. Michel étant tout à fait bien placé pour faire un état des lieux sur l'ampleur et le développement de la précarité et les politiques de l'emploi qui l'accompagnent, sans vraiment la combattre, mais je crois qu'il développera particulièrement ce point-là. La deuxième intervention sera celle de Marie-Hélène Luçon, professeure de philosophie, syndicaliste, chercheur et animatrice du chantier Travail et syndicalisme à l'Institut de recherche de la FSU, avec, ça a été un peu évoqué ce matin, mais le souci d'envisager la précarité sous l'angle du témoignage militant autour des difficultés que cela pose au travail syndical et de la nécessité à la fois de le faire évoluer, de faire évoluer la réflexion, voire une formation autour des formes de vulnérabilité au travail. Troisième intervention avec Karel Lyon, chargé de recherche en sociologie à l'Université de Paris-Nanterre. Karel, je crois que tu nous préciseras, mais tu l'évoqueras bien sûr de manière détaillée, l'enquête de terrain menée auprès du collectif MacDroit, qui illustre le rapport de jeunes salariés au syndicalisme. Et quatrième intervention, Maryse Dumas, secrétaire confédérale de la CGT de 1995 à 2009 et membre du bureau de l'Institut CGT d'Histoire sociale, avec une réflexion peut-être plus prospective, plus globale autour justement des questions posées et avec un retour sur quelque chose que nous avons évoqué ce matin, mais qui me semble particulièrement important, qui est la sécurité sociale professionnelle qu'avance la CGT et l'actualité de cette question. Dernière chose, puisqu'il faut le préciser, pour laisser une place suffisante à l'échange, nous demandons donc à ce que les interventions ne dépassent pas 15 minutes, en sorte précisément que nous puissions passer au débat. Donc voilà, sans transition excessive, voilà, à toi Michel d'opérer pour la première intervention. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, au nom du SNUTEFI, alors qui syndique à Pôle emploi, mais aussi au ministère du Travail, chez les inspecteurs du travail, dans les missions locales et dernièrement dans les CARSAT, je suis heureux de participer à ce colloque
et j'essaierai d'apporter modestement ma contribution à cette table ronde, plus particulièrement en abordant les questions autour de l'évolution du salariat. Nous voyons autour de nous de profondes mutations à l'œuvre dans le monde du travail. Nous en devinons déjà les impacts pour la grande majorité des salariés et aussi maintenant des non-salariés. Nous savons déjà qu'il va falloir modifier nos pratiques syndicales pour répondre aux défis d'un syndicalisme du XXIe siècle qui soit porteur de sens et d'espoir pour le monde du travail. Dans mon propos liminaire, je souhaite partager avec vous quelques aspects des transformations marquantes du marché du travail depuis 20 ans, en rappelant également pourquoi ce marché est devenu un marché de dupes, un marché qui pénalise les plus faibles d'entre nous et exonère les plus puissants. Alors, je vais essayer de vous projeter des documents. Donc, écran partagé. Oui, voilà. C'est parfait, Michel. Voilà. Excusez-moi, c'est la mise en route. Je commencerai donc par un premier constat sur l'évolution de l'emploi en France entre 2000 et 2019, qui nous montre que sur la période, l'emploi total d'abord en France a gagné 2 millions de salariés et 700 000 non-salariés, qui nous montre aussi que le salariat reste la forme largement prédominante et que le CDI est le type de contrat principal, et très largement. Ça, c'est une photo un peu du stock. Et cette photographie doit cependant être nuancée par l'observation des flux, en regardant les mouvements de main-d'œuvre. Et là, on s'aperçoit, sur cette diapositive, que les recrutements explosent sur la période et qu'ils sont principalement dus au nombre de recrutements en CDD. Celui-ci a quasiment doublé depuis 10 ans pour atteindre 86% des embauches totales en 2019. Près de 9 emplois sur 10 proposés aujourd'hui sont des CDD. J'allais dire pire encore, si nous allons plus loin dans l'analyse de ces recrutements, on constate qu'en 2019, 83% des recrutements de CDD sont des contrats inférieurs à 1 mois. Enfin, avec quelques éléments sur l'évolution de la durée de ces CDD, on se rend compte en fait que sur cette période, l'augmentation significative du nombre d'embauches en CDD est principalement due à la diminution tout aussi significative de la durée de ces CDD, avec un effet plus que limité sur la population totale employée. On constate là l'installation d'une précarité, en quelque sorte. Une précarité qui va s'incruster. En effet, 84% des embauches en CDD de moins d'1 mois sont des réembauches chez un ancien employeur. 48% des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi suite à une fin de CDD sont toujours sans emploi 6 mois après leur inscription. Et enfin, une étude de l'INSEE montre que seuls 47% des CDD en 2008 sont en CDI en 2015. C'est un suivi de cohorte, démontrant ainsi que le CDD n'est plus, s'il a pu l'être par le passé, un tremplin vers le CDI. Une précarité donc récurrente qui amène forcément à une précarité financière. Je rappellerai que globalement, moins d'un chômeur sur 2 est indemnisé actuellement.
Mais parmi ceux-ci, les CDD représentent 48% des allocataires, qu'ils ont des droits inférieurs à 1 an, pour 36%, et que leur allocation moyenne, quand même, est de 750 € en 2019. Pour une comparaison, s'il en fallait une, le seuil de pauvreté est de 1026 € en 2019. Mais c'est sans doute encore trop pour les gardiens de l'orthodoxie libérale. Au 1er juillet, et sauf si notre recours juridique portait ses fruits, le second volet de la réforme de l'assurance chômage pénalisera encore davantage ces précaires. Le fameux salaire journalier moyen sur lequel est basée l'indemnisation prendra en compte désormais les périodes non travaillées. Et le résultat, c'est que 1,15 million d'allocataires auront une baisse de leur allocation de 17% en moyenne. De quoi justifier, s'il en était besoin, mais largement l'action juridique conjointe de la FSU, de la CGT et de Solidaires contre ce décret. Ce n'est pas une convention, c'est un décret scélérat. À ce stade, je pense qu'il est important de souligner aussi l'échec des principales politiques publiques en matière d'emploi ces dernières années, avec quelques éléments choisis relatifs d'une part aux contrats aidés et d'autre part au CICE. Sur les contrats aidés, d'abord, il faut d'abord souligner que peu d'études concluent à l'utilité de ces contrats, de l'usage de ces contrats aidés dans l'insertion durable. Dans une étude de 2013, la DARES montre que l'effet d'aubaine, alors l'effet d'aubaine, c'est sans l'aide financière, le demandeur d'emploi aurait été quand même embauché. L'effet d'aubaine représente 58% des décisions d'embauche en contrat aidé dans le secteur marchand. La DARES a mesuré aussi l'effet emploi. L'effet emploi, c'est celui pour lequel normalement ces mesures ont été conçues, c'est-à-dire sans l'aide financière, il n'y aurait pas eu d'embauche. L'effet emploi, il ne représente que 19% des cas d'embauche de contrats aidés. Ça, c'est pour les contrats aidés. Je ne peux pas faire sans évoquer le CICE quand même. CICE mis en place en 2013 sous le gouvernement Ayrault. Ce crédit impôt compétitivité emploi aura coûté plus de 100 milliards d'euros de 2013 à 2019 pour un total estimé entre 100 000 et 300 000 créations et ou sauvegardes d'emplois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au final, une augmentation réelle sur la période de 1,4 million de demandeurs d'emploi. Devant cette gabegie financière et ces résultats désastreux en termes d'emploi, il sera d'ailleurs discrètement transformé au 1er janvier 2019 en exonération de charges pérennes pour le rendre moins visible. Excusez-moi. Finalement, et malgré un code du travail qui stipule que le CDI est la forme générale et normale de la relation de travail, on peut s'interroger sur les renoncements de nos gouvernants à lutter contre le recours abusif au CDD. Un renoncement institutionnel, car malgré l'explosion des CDD depuis 20 ans, les gouvernements successifs n'ont pas voulu prendre les mesures nécessaires pour lutter contre cette forme de précarité devenue institutionnelle. Au contraire, ils n'ont eu de cesse de répondre à la demande pressante du patronat qui a toujours souhaité élargir ses possibilités de recours, en instituant par exemple le travail temporaire, le contrat saisonnier, le contrat de remplacement, le contrat d'usage, le contrat de mission, le contrat jeune, le contrat senior, j'en passe et des meilleurs.
pour inventer dernièrement un contrat de joueur professionnel pour les compétitions de jeux vidéo. Un renoncement politique aussi, et notamment sur la taxation des contrats courts, taxation qui a vu le jour une première fois en janvier 2020, pour être abandonnée dès le mois de juillet 2020. Il s'agissait pourtant d'une modeste contribution de 10 € par CDD d'usage. Je rappellerai quand même que le CDD d'usage n'offre pas la prime de précarité de 10%, qui est théoriquement accordée pour justement compenser la précarité aux intéressés. Et l'autre volet, l'instauration du fameux bonus-malus, une première fois annulé par le Conseil d'État en 2020 et qui ne rentrera en application qu'au 1er septembre 2022, dans le meilleur des cas, et après la présidentielle. Dans tous les cas, ce bonus-malus n'aura qu'un impact très limité en termes de taxation, plus ou moins 1 point sur la cotisation des entreprises à l'assurance chômage, c'est très peu. Ça aura aussi un impact très limité en termes de champ d'action, puisque les principaux pourvoyeurs de contrats courts en sont déjà exonérés. Je terminerai mon propos en abordant ce que j'appellerais, moi, la précarité augmentée. Car le développement de la précarité liée au contrat de travail n'est même pas déjà contenu, que se profile déjà une autre bataille avec l'avènement de ce qu'il est désormais convenu d'appeler ibérisation. On a parlé de nouvelles formes d'emploi ou de renaissance des contrats de louage de service. On évoque la liberté retrouvée ou une forme renouvelée de sujétion des travailleurs. Pour certains, c'est du travail à temps choisi. Pour d'autres, une flexibilité à outrance. Beaucoup de questions se posent autour de ces contrats, mais ce qui est sûr, c'est que les premières luttes, comme les premières réponses des tribunaux, nous laissent peu de doute sur l'impérieuse nécessité de combattre cette nouvelle facette du capitalisme et son corollaire, l'exploitation humaine. Et pour faire le lien avec l'intervention de Jean-Marie Pernoud ce matin, et notamment sa référence à l'importance du lien de subordination dans nos analyses, je terminerai en citant Alain Supiot qui, dans la revue Droit social de février 2000, posait déjà, à mon sens, les termes du débat. Le travail salarié fait place à l'autonomie dans la subordination, tandis que, réciproquement, le travail non salarié s'est ouvert à ce qu'on peut appeler l'allégeance dans l'indépendance. Merci de votre écoute. Grand merci donc Michel, à la fois sur le fond puis le respect scrupuleux également du temps de parole imparti. Donc tout de suite, deuxième intervention où il sera question de la précarité sans doute aussi, mais à la fois du travail et de l'emploi. Marie-Hélène, à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, je vais parler aussi de la précarité. Mais je vais en parler à partir de 2 témoignages militants assez révélateurs de la façon dont la précarité a été abordée dans les milieux militants, ou certains milieux militants, et comment elle l'est encore aujourd'hui. Alors le premier témoignage est celui d'une militante. Alors, je ne dirai pas de quel syndicat il s'agit, puisque le but ne sera pas de distribuer des bons points ou des mauvais points entre les syndicats. C'est vraiment le contenu du témoignage en lui-même qui est intéressant.
Donc un premier témoignage qui est celui d'une militante au moment de son départ à la retraite en 2013, ce qui veut dire qu'elle est rentrée dans le syndicalisme autour des années 60, disons. Donc un témoignage qu'elle nous a livré à l'occasion de ce pot de départ à la retraite sous forme d'un discours qu'elle avait rédigé, que maintenant j'ai en ma possession et que je garde précieusement, tellement c'est un témoignage extrêmement riche. Donc son discours, après un hommage rendu à tous les militants et à toutes les militantes avec lesquelles elle avait travaillé pendant des années, elle explique en fait comment s'étaient distribuées les tâches dans sa section syndicale. Et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée pour son compte, je cite, assignée à la rubrique des syndiqués écrasés toutes catégories, se spécialisant progressivement dans l'accompagnement des personnels précaires, ce qui lui avait valu de la part de ses collègues masculins le surnom de Sainte Rita. Alors ce témoignage, bon là que j'ai réduit dans un premier temps à sa plus simple expression, ce témoignage est particulièrement intéressant à plus d'un titre, et notamment en ce qu'il fait apparaître ce que fut à un moment donné le système normatif de son syndicat, mais représentatif sans doute de toute une époque. Alors on y rencontre tout d'abord des discriminations selon le sexe. Elle dit bien les femmes, donc elle parle de sa section syndicale, les femmes, dit-elle, qui voulaient militer, étaient incitées fortement à se cantonner aux tâches ménagères, les seules convenant à leur catégorie. Et dans sa section syndicale, c'était effectivement vrai. Et elle ajoute aussi, c'est vrai, dit-elle, en tant que femme, étais-je capable de parler, de penser. Le lapsus n'est sans doute pas anodin. Donc, étais-je capable de penser? Or, ces discriminations selon le sexe se trouvent en fait redoublées par une hiérarchisation des activités selon de multiples critères, de sorte que les femmes, au final, se retrouvaient sur les activités généralement considérées comme les moins nobles ou secondaires sur le plan syndical. Et c'est de cette façon qu'elle s'est retrouvée, elle, avec la rubrique des syndiqués écrasés, toutes catégories. Alors, quand on regarde les critères qui commandait la hiérarchisation des activités, on constate parmi ces critères donc une différence faite entre des activités dites politiques. Bon, ça, je crois que ce que je vais dire est assez connu de nos milieux, mais disons une différence de valeur entre des activités dites politiques que se réservaient les hommes capables de penser et pour cette raison à même de diriger le monde, je reste dans l'esprit de son discours, donc des activités jugées politiques d'un côté et des activités jugées moins politiques ou pas du tout, et qui étaient classées dans la catégorie souvent générale des activités donc dites de service, jugées parfois plus techniques que politiques. Bon. Donc on a cette distribution selon cette catégorie, ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. Mais si on prend les activités dites de service, cette seconde catégorie des activités de service était, au sein de cette catégorie, donc on pouvait observer une nouvelle hiérarchie entre la défense jugée plus valorisante sur le plan militant des personnels sous statut, par exemple dans l'éducation nationale, parce qu'on est quand même sur ce terrain-là, donc la défense des personnels certifiés, agrégés, etc. Donc défense des personnels sous statut, donc, et une distinction avec la défense des personnels précaires ou aux prises avec toutes les formes de vulnérabilité au travail que notre militante range, on l'a entendu, soit parmi tous ces militants, tous ces syndiqués, pardon, que notre militante range parmi soit des bras cassés, qui font partie de ces termes qui sont
bon, très présents dans nos sections syndicales, donc les bras cassés ou syndiqués, écrasés, toute catégorie. Donc, on a cette hiérarchie des activités et au final, les femmes se sont retrouvées dans sa section syndicale plutôt cantonnées sur ces activités, mais ce qui montre à partir de là le sort qui était réservé aux précaires et la valeur qu'on accordait dans les syndicats à la défense des personnels non titulaires. Alors, le fait que cette militante ait été nommée Sainte Rita par ses collègues masculins met en avant, alors certes, tout ce qu'il peut falloir d'abnégation dans ce type de travail d'accompagnement des personnels en situation de vulnérabilité, mais surtout, cette désignation indique en fait que du point de vue des militants, en fait, c'était une activité quasiment marginale ou hors norme à l'intérieur du champ syndical, relevant plus d'une éthique individuelle que syndicale à proprement parler, c'est-à-dire une activité qu'on considérait comme relevant plus du caritatif qu'autre chose. Alors, mes discours est aussi l'occasion pour notre militante d'en tirer une leçon à l'adresse des syndicats que nous pourrions qualifier de politique. Donc, je cite son propos, elle dit « Oui, j'ai été assignée à la rubrique des syndiqués écrasés toutes catégories. J'y ai acquis une expertise certaine, mais je voudrais justement en tirer une leçon pour le syndicat. Nous ne faisons pas d'adhésion sur les idées. On peut le regretter, mais c'est la réalité. Nous faisons des adhésions quand nous sommes à l'écoute, que nous répondons rapidement, même si nous n'obtenons pas toujours gain de cause. Alors pour moi, le service n'est pas un vain mot. Si nous ne voulons pas finir seuls, un groupuscule dans nos idées, il faut continuer à nous battre comme nous l'avons toujours fait et nous améliorer en ce qui concerne le service pour éveiller les consciences, éveillées par le service. Remettant en cause, donc là je commente, remettant en cause la hiérarchie traditionnelle entre activité syndicale dite politique et activité de service, en fait, dans son discours, elle montre au contraire la portée politique du service et des activités qui prennent en charge les formes de vulnérabilité au travail. Entre parenthèses, c'est moi qui rajoute ce point, donc quand je parle de vulnérabilité au travail, je rappelle qu'il s'agit d'un champ couvert, qui a été couvert jusqu'à présent, qu'il est encore dans la fonction publique, enfin en tous les cas qui rentre dans le domaine de compétences des CHSCT. Et donc elle montre comment ces activités en fait, de service sont ce qui arrime, j'emploie vraiment le terme au sens fort, ce qui arrime le syndicat à sa base, l'ancre sur les réalités de terrain et le démocratise en le rendant plus fort. Alors que si on reste simplement sur le terrain des idées, le risque, c'est la séparation des directions syndicales par rapport à leur base. Alors, en contrepoint, je voudrais livrer un second témoignage, plus exactement faire état d'un débat auquel j'ai assisté récemment dans le cadre d'un congrès syndical régional. Alors le débat, la question portait sur la syndicalisation des précaires, comment faire en sorte pour augmenter le taux de syndicalisation des personnels précaires. Et d'emblée, le débat a donné lieu à une distinction quasiment de valeur parmi les contractuels entre ceux qui sont en CDI et ceux qui sont en CDD, considérés comme étant, eux, les vrais précaires. S'agissant donc de ces derniers, les vrais précaires, certains militants et militantes proposaient de réduire la cotisation syndicale pour faciliter donc la syndicalisation, proposaient de réduire la cotisation syndicale à une participation symbolique, mettons, de 1 €. Et là,
Une militante s'est opposée à cette solution, en considérant que baisser la cotisation syndicale revenait en fait à faire un cadeau à l'État, hein, puisque bon, 60% revient sous forme de crédit d'impôt. Elle a donc, et cette militante, donc, qui s'opposait à cette baisse de la cotisation, a rappelé alors qu'à l'instar du témoignage précédent, que c'est lorsque le syndicat est utile aux personnes qu'elle se syndique, donnant comme exemple le fait que nombre de précaires dans l'éducation nationale ne savent pas, par exemple, qu'un contrat peut se négocier. En fait, cette discussion m'a un peu troublée. Elle m'a un peu troublée, enfin ce débat m'a un peu troublée pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai été troublée par le fait de la distinction qui a d'emblée été faite entre les personnels en CDI et les personnels en CDD, comme si, hein, on est à l'intérieur de la fonction publique, et comme si à un moment donné, en fait, le combat n'était plus celui de la titularisation des non-titulaires, et comme si, d'une certaine façon, était intégrée la contractualisation et l'idée que finalement, quand les gens sont déjà en CDI, c'est déjà pas mal, ce n'est pas le pire. Voilà. Donc j'ai été troublée pour cette raison, mais après tout, peut-être est-ce que je me trompe par rapport à mes craintes? Et puis, deuxième point, j'ai été troublée aussi par le fait que ce que l'on est donné comme type d'utilité que pouvait apporter un syndicat à une personne en situation en contrat à durée déterminée, que le type d'utilité, c'était de l'informer. Alors, de ses droits, bon, ça, le syndicat reste dans sa ligne, mais c'était surtout lui indiquer comment cette personne, en fait, pouvait négocier son salaire, ce qui fait qu'à partir de là, le syndicat s'inscrit dans la logique de l'individualisation des rémunérations, qui participe aussi de la division des salariés. En tant qu'animatrice du chantier Travail et syndicalisme, donc de l'Institut de recherche de la FSU, en fait, j'aurais envie de dire qu'il existe, me semble-t-il, une autre voie, à savoir qu'il me semble qu'on ne peut pas en rester seulement sur la question du contrat, puisque le contrat renvoie à un cadre formel et juridique. Or, comment en fait se rendre utile aux précaires si on ne va pas aussi sur le terrain du concret de l'activité, pour apprendre et comprendre auprès de ces personnels, comme des autres, en quoi consiste leur travail. Par exemple, le travail d'une AESH. Je vous rappelle que demain, les AESH, donc ces personnes qui aident les élèves en situation de handicap, conduisent une journée de grève et d'action. Donc, une autre voie qui consiste à apprendre et comprendre en quoi consiste le travail de ces personnes et en quoi leur activité est empêchée par leur précarité. Et notre conviction au sein du chantier travail, c'est que finalement, si la contractualisation peut aggraver l'isolement et la division aussi des salariés et des travailleurs, il y a cette idée que l'activité de travail, à l'inverse, peut permettre de les fédérer, et que le travail peut permettre de rassembler les personnes. Travail, activité concrète, je veux dire. Bref, et je vais terminer sur ce point, ce second témoignage donne l'impression finalement que en 10 ans, la réflexion sur la précarité et les moyens pour le syndicat de se rendre utile aux précaires n'a quand même pas beaucoup avancé. Alors, peut-être suis-je sévère et ça peut être largement discuté, mais en tous les cas, c'était mon sentiment en assistant à ce débat, que la réflexion n'avait peut-être pas beaucoup avancé, mais par contre, l'enjeu à la fois syndical et politique qu'il y a à le faire
est très clairement beaucoup plus nettement perçue. Je vous remercie. Donc, merci Marie-Hélène pour cet éclairage que je trouve très complémentaire. Et pour continuer, je pense qu'il sera toujours question de ces questions-là, mais encore une fois sous un angle peut-être justement assez complémentaire. Je ne sais pas s'il faut dire optimiste, mais parlons de lutte et de salariés précaires en lutte. Karel, à toi. Merci beaucoup à tout le monde et à l'Institut de recherche de la FSU pour organiser cet événement. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Et j'ai l'impression que mon intervention va permettre un peu de tisser des liens entre la thématique couverte par Michel dans son intervention sur la précarité et puis celle de Marie-Hélène sur le travail syndical, puisque c'est un peu ces deux aspects que je vais essayer de relier. Donc, je m'appelle Karel Lyon, je suis sociologue, je suis par ailleurs syndiqué au SNCS, syndicat des chercheurs scientifiques de la FSU. Donc, je vais vous présenter quelques réflexions issues d'une recherche en cours. Ma présentation diapo, là, prenez-le comme une séance diapo, hein, c'est simplement quelques photos pour accompagner mon propos. Alors, le 7 mars 2020 au soir, une poignée de jeunes femmes se retrouvaient pour coller à proximité de plusieurs McDonald's parisiens des affiches dénonçant le port de la jupe obligatoire, les remarques sexistes ou le harcèlement des personnes transgenres au sein de cette enseigne de la restauration rapide. Parmi les colleuses se trouvaient des salariés ou ex-salariés de McDo et des organisatrices du REACT, une association engagée dans la lutte contre les multinationales. En reprenant les codes du mouvement féministe, l'enjeu de ce collage était de rendre visible, à l'occasion des manifestations et grèves féministes du 8 mars, le problème des violences de genre à McDonald's, comme une réplique supplémentaire de MeToo dans le monde du travail. Il s'agissait aussi d'acter la naissance d'un nouveau collectif que, faute de mieux, je nommerais parasyndical, le collectif McDroit. Alors, je n'étais pas présent à cette action, puisqu'elle a été menée en non-mixité. J'ai par contre été un observateur participant de l'action suivante du 16 octobre 2020, dans le sillage de la plainte déposée en mai 2020 devant l'OCDE par une coalition syndicale internationale contre le harcèlement sexuel systématique dans la multinationale. Le collectif McDroit organisait un rassemblement devant le siège de McDonald's France à Guyancourt pour rendre public des dizaines de témoignages de salariés et d'anciennes salariées victimes de violences sexistes, homophobes, racistes, transphobes ou grossophobes. En menant un travail d'enquête et de mobilisation amplifié par la presse et les réseaux sociaux, le collectif McDroit a ébranlé l'image, résumée par le slogan « Venez comme vous êtes », d'une entreprise accueillante où chacun, chacune pourrait tenter sa chance et où tout le monde se tutoie par-delà les lignes hiérarchiques. Quelques jours plus tard, au Havre, le 24 octobre, une dizaine de jeunes salariés du McDo, situés près de la gare, la plupart étudiants, débrayaient pour protester contre le harcèlement sexiste sévissant dans ce restaurant de la part de deux anciens, dont un manager délégué du personnel et proche de la direction, à l'encontre des petites jeunes. Plusieurs membres du collectif McDroit étaient présents à leur côté. Après avoir décidé d'organiser cette grève en dehors de toute infrastructure syndicale préexistante, les jeunes salariés du Havre avaient pris contact avec le collectif pour obtenir un soutien logistique, collectif qui les avait ensuite mis en relation avec la presse et la CGT locale. Peu après ces deux coups d'éclat, la direction de McDonald's France acceptait de recevoir une délégation du collectif McDroit et annonçait quelques engagements comme le rappel du caractère facultatif du port de la jupe pour les femmes, la formation progressive de tout le personnel aux problématiques du sexisme et des discriminations et la mise en place de dispositifs d'alerte, d'écoute et d'enquête pour les salariés victimes de violences ou de harcèlement. Les quelques actions que je viens d'évoquer ont scandé donc l'émergence du collectif McDroit, dont l'action se poursuit aujourd'hui. J'aurais pu en évoquer d'autres, comme l'action pendant le premier confinement contre le maintien en activité d'un franchisé dans la région de Tours, au mépris de la santé des salariés. J'ai suivi la naissance et le développement de ce collectif dans le cadre d'une enquête de terrain plus large qui est consacrée à l'importation des méthodes anglo-saxonnes d'organizing dans le syndicalisme français. Pour le dire vite, la notion d'organizing désigne une préoccupation pour la syndicalisation.
Cette préoccupation, elle implique de formaliser le travail militant de recrutement et de mobilisation, ce qui peut aller jusqu'à la création de positions salariées spécialement dédiées à cette tâche. Dans le cas qui nous intéresse, c'est ainsi grâce au travail d'un petit groupe de salariés du REACT qu'a pris forme le collectif MacDroit. À partir de cette enquête, auprès du REACT et du collectif, je voudrais souligner 2 enjeux qui sont à mon avis centraux pour le syndicalisme du XXIe siècle, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui. Le premier enjeu, on en reparlera demain, c'est l'importance d'une approche intersectionnelle du syndicalisme pour toucher les fractions de la classe laborieuse qui sont aux marges de la représentation syndicale, à l'image de ces jeunes salariés précaires qui travaillent à McDonald's. Le second enjeu, c'est l'importance d'une dimension du travail syndical, souvent invisible et pourtant essentielle, que j'appelle le travail syndical reproductif. Je reviendrai pour expliquer ce que j'entends par là. Donc sur ce que j'observe au sein du collectif MacDroit, ce sont des jeunes salariés, dont une majorité de jeunes femmes, au profil très différent. Certaines étaient déjà militantes, féministes ou syndicalistes étudiantes, d'autres non. Certains ont été victimes ou témoins d'agressions ou de discriminations, ou bien sont tout simplement isolées dans leur restaurant, selon les cas, en raison de leur poids, d'un handicap, du port du voile, d'une identité de genre ou d'une orientation sexuelle revendiquée ou assignée. Ces jeunes se retrouvent dans un cadre où la bienveillance et l'inclusion sont posées en principe et où ces différentes expériences d'assignation et ou d'infériorisation identitaire sont mises en équivalence comme autant d'injustices. L'existence du collectif en mode hybride, du fait de la pandémie et grâce aux réseaux sociaux, a permis de faire converger des jeunes de toute la France d'origines sociales et géographiques diverses. Au sein du collectif, ils et elles côtoient quelques syndicalistes de Solidaire et de la CGT, avec lesquels les organisateurs et tristes du REACT veillent à créer du lien. Le groupe WhatsApp, comme la page Facebook du collectif, servent de lieu où s'échangent des informations et des conseils en matière de droit du travail, où les injustices relatives au racisme, au sexisme ou à l'homophobie sont reliées aux injustices entre les salariés selon leur employeur. Par exemple, les salariés de McDo France touchent un 13e mois, alors que ça n'est presque jamais le cas dans les McDo sous franchise. En d'autres termes, le collectif MacDroit m'est apparu comme un cadre d'apprentissage de l'action syndicale pour des jeunes salariés qui, le plus souvent, passent entre les mailles des syndicats traditionnels. Comme l'illustre ce graphique, on sait que les chances d'adhérer à un syndicat augmentent avec l'âge biologique comme l'ancienneté dans l'entreprise, renseignant indirectement la stabilisation professionnelle et l'intégration dans un collectif de travail. À l'encontre des travaux de sociologie du travail montrant comment l'organisation managériale et la composition de la main-d'œuvre neutralisent, sauf conditions exceptionnelles, toute résistance dans la restauration rapide, MacDroit montre une disponibilité à l'action collective de la part de jeunes censés être les moins facilement mobilisables. Mais c'est à partir de discriminations qui ne se limitent pas au travail qu'ils et elles politisent leur rapport au travail. À l'heure où on fustige les pseudo-idéologies du genre ou de l'intersectionnalité, ces mobilisations avec MacDroit, tout comme celles des femmes de chambre racisées de l'Ibis Batignolles, dont on a parlé ce matin, ou celles des hôtesses du collectif Pâte à Potiche qui dénoncent l'hypersexualisation de leur métier, toutes ces luttes permettent de voir comment les révoltes féministes et antiracistes renouvellent l'action syndicale. L'action de MacDroit fait en effet émerger les voix de jeunes salariés précaires qui, trop souvent, peinent encore à percer dans le syndicalisme. En cela, elle donne à voir de nouvelles figures de la résistance au travail auxquelles s'identifier. De plus, le mouvement de refus des assignations sexistes, racistes ou homophobes au travail contribue chez ces jeunes salariés à la formation de ce que j'appelle une conscience salariale, en reprenant l'expression de ma collègue Camille Trémaud. Ils et elles, ces jeunes salariés, découvrent que leurs intérêts ne sont pas nécessairement ceux de l'employeur, qu'elles et ils ont des droits et qu'il existe des moyens de les faire valoir par l'action collective. Comme le dit une des membres du collectif, ça j'ai oublié de vous dire, voilà, ça c'était les différentes luttes que j'ai évoquées qui se sont retrouvées à l'occasion du 8 mars 2021. Comme le dit une des membres du collectif, étudiante salariée, alors elle est en CDI, mais c'est un contrat de 15 heures hebdo, c'est souvent le cas à McDonald's, on est en CDI, mais pourtant on est à temps très partiel. Donc étudiante salariée, sensibilisée au féminisme et à l'antiracisme, mais qui n'avait jamais milité auparavant. Maintenant, je vois des choses qui sont, en fait, que je ne savais pas qui n'étaient pas légales. L'engagement dans le collectif a non seulement modifié sa vision du travail, mais aussi la perception que ses collègues ont de son propre rôle. Elle dit « Je vois bien que maintenant, quand les gens vont se plaindre, par exemple par rapport à leurs heures, ils vont directement venir me voir.
Maintenant, il y a vraiment un truc où c'est pas parce que c'est un petit job d'étudiant que tu as le droit de subir n'importe quoi et que tu as le droit d'être traité n'importe comment. Je pense avoir décomplexé la parole avec certaines collègues. Je mets d'autres citations, mais que je ne reprends pas, d'autres inquiétés. Loin de s'en tenir donc à des préoccupations identitaires, les jeunes élargissent leur compréhension du rapport salarial en réinscrivant l'expérience des discriminations dans une expérience plus large de la subordination. J'en viens au deuxième point sur le travail syndical reproductif. Je l'ai déjà mentionné, le collectif MacDroit n'aurait pas existé sans le travail d'organisation engagé par les salariés du REACT. Ce travail, auquel j'ai participé par intermittence, est assez ingrat. En premier lieu, il s'agit d'aller à la rencontre des salariés de McDo, de poireauter à la porte des restaurants en attendant pendant des heures pour engager la conversation avec les salariés qui quittent leur travail en essayant de ne pas se faire repérer par leur chef. Ça peut être aussi partir à la recherche des étudiants salariés dans les universités, ou bien ça a été pendant le confinement, multiplier les appels à témoins sur les réseaux sociaux. Ensuite, le travail consiste à rencontrer en tête-à-tête le plus grand nombre de salariés pour identifier leurs problèmes, leurs colères, leurs revendications. Et puis ensuite encore d'essayer d'organiser des réunions collectives pour mettre en commun ces échanges et les traduire en action. Tout ce travail, il était mené en lien avec les syndicats CGT et Solidaires de McDonald's, les autres organisations dans cette entreprise étant plutôt suspectées d'être plus ou moins téléguidées précisément par la direction. Alors, la forme de MacDroit comme une sorte de collectif parasyndical est centrée dans un premier temps sur les problématiques de discrimination n'était pas définie a priori. Elle a résulté d'un processus d'échange entre les organisatrices du REACT et les salariés de McDonald's. Elle s'explique aussi parce que la faiblesse des syndicats alliés rendait peu crédible un travail direct de recrutement pour ces organisations. D'autant plus que les syndicalistes n'étaient pas nécessairement acquis aux méthodes d'organizing prônées par le REACT. Le travail du REACT a pu se déployer à McDonald's car il a suscité l'intérêt d'un syndicat états-unien, le SEIU, qui a engagé dans une campagne de longue haleine contre la multinationale du burger. Mais du côté des syndicats français, l'offre de services du REACT a le plus souvent suscité la défiance ou au mieux l'indifférence que l'enthousiasme. Alors, le petit ouvrage de Marielle Bencheboun, qui est paru l'an dernier aux éditions Sileps, décrit plus dans le détail ces pratiques d'organisation à partir d'une autre campagne, celle de la syndicalisation de travailleuses du nettoyage dans la région de Lyon. Dans la postface à ce livre, je suis revenu sur l'intérêt de ces méthodes et les raisons de leur difficile importation dans le syndicalisme français. De fait, la seule organisation à avoir développé une réelle préoccupation pour la formalisation des pratiques de syndicalisation, c'est la CFDT, avec le modèle des développeurs qui a été mis en place dans les années 80-90. Et pour cette raison, particulièrement dans les autres organisations syndicales, les organisations concurrentes, la reconnaissance d'une fonction spécialisée d'organisateur ou d'organisatrice dans les organigrammes syndicaux est souvent interprétée comme un signe de managérialisation du syndicalisme. En inspirant des travaux de sociologie féministe du travail, je considère pour ma part que la reconnaissance d'une fonction spécifique d'organisatrice syndicale ou d'organisateur peut aussi contribuer à rendre visibles des tâches, et c'est en ça, il me semble que ça fait aussi écho à ce que disait Marie-Hélène auparavant, à rendre visibles des tâches qui, parce qu'elles relèvent plutôt du sale boulot militant, restent souvent invisibles. Parler de travail militant reproductif, en ce sens, c'est mettre l'accent sur ce constat. Pour qu'il existe une action syndicale productive, au sens de productrice de résultats revendicatifs, il faut commencer par produire et entretenir les collectifs qui supportent cette action, ce qui suppose du travail relationnel, du travail émotionnel, du travail de care. Pour le dire autrement, si le rejet ou l'indifférence face aux tentatives de formaliser les savoirs et savoir-faire militants de syndicalisation peuvent être fondés sur de bonnes raisons, comme la crainte d'une professionnalisation à l'excès du militantisme, ils peuvent aussi reposer sur des raisons moins légitimes, sur un impensé syndical, une culture militante encore très largement androcentrée, qui réduit le travail syndical à ses scènes les plus visibles, comme la table de négociation ou la tribune de meeting. Pour conclure, et je pense pour respecter le temps qui m'était imparti, je voudrais résumer donc mon propos en insistant sur ces deux idées. Premièrement, les constats sociologiques sur les déterminants de la non-syndicalisation des précaires risquent parfois d'entretenir une forme de fatalisme du probable et de détourner les organisations syndicales de la prise en charge de ces salariés supposés inorganisables. Le cas de MacDroit me semble montrer qu'un travail de syndicalisation est possible à condition de comprendre
comment la politisation du travail peut s'ancrer dans des expériences irréductibles au travail, comme ici dans le cas des discriminations, à condition aussi d'élargir notre compréhension de la syndicalisation. Non pas seulement le recrutement, l'adhésion à une organisation syndicale, mais ce qui en quelque sorte la rend possible, la formation d'une conscience salariale, formation d'être un salarié titulaire de droits et d'avoir les moyens, notamment collectivement, de les faire valoir. Deuxième idée, pour mener ce travail de syndicalisation, il faut prendre au sérieux la variété des tâches, et en particulier tout le sale boulot militant qui sont nécessaires à la production de collectifs syndicaux. C'est ce que j'appelle le travail syndical reproductif et que, il me semble, les expériences d'organizing permettent de rendre visible. Je vous remercie pour votre attention. Grand merci, Karel. Donc, on va passer la parole à Maryse maintenant pour la dernière intervention de cette table ronde. Voilà. Et bonjour à toutes et à tous, et merci à la FSU et à son institut de recherche de cette initiative que je crois très, très intéressante, mais aussi très, très utile. Je précise d'emblée que je n'ai plus de responsabilité à la CGT, j'en suis toujours une militante. Je n'ai plus de responsabilité, je ne parle plus en son nom, je ne suis plus membre de la direction, donc ça, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que je vais dire. Donc, sur cette question de la précarité, il me semble que c'est une question déterminante, même si il nous faut bien mesurer que, comme l'a montré la première intervention tout à l'heure avec les statistiques, tout le salariat du privé n'est pas un salariat précaire. Mais il faut mesurer que la précarité gagne de proche en proche et qu'on peut être en CDI et en situation de précarité, eh bien tout simplement parce qu'on a un salaire très faible et qui ne permet pas de vivre correctement, parce qu'on a des horaires flexibles ou bien parce qu'on est menacé dans sa situation d'emploi. Cela étant, je ne veux pas tourner autour du pot. Il est clair que si on lie les questions de précarité avec l'avenir du syndicalisme, effectivement, nous parlons en priorité des salariés qui sont, disons, en CDD, voire en CDI, mais en intérim, ou en CDI à temps partiel, hein, voilà, de toutes ces formes d'emploi qui rendent les salariés vulnérables. Et nous ne parlons pas ici de tout ce qui est le travail informel, en sachant pour autant qu'il occupe une place de plus en plus importante parmi celles et ceux qui vivent de leur travail. Karel vient de l'aborder, mais je veux insister dessus. Parmi ces salariés dont nous parlons, il nous faut d'emblée voir qu'il y a une surreprésentation des femmes, bien sûr, mais aussi une surreprésentation de personnes issues de l'immigration, voire étrangères, et de personnes issues des quartiers populaires. Tout ceci pour dire que lorsque on est un syndicalisme de transformation sociale, eh bien, la préoccupation permanente d'organiser ces salariés-là, de leur permettre à eux et à elles de construire le syndicalisme dont ils ont besoin, est absolument décisive, justement, pour parvenir à transformer la société. Alors, je ne reviens pas sur quelques aspects de désyndicalisation qui ont été donnés ce matin. La faiblesse des taux de syndicalisation est parlante. On entend souvent dire que si on rendait l'adhésion obligatoire, on réglerait le problème. Je passe vite, je pense qu'aucun de nous ne trouve cette situation sérieuse. C'est en cassant le thermomètre qu'on limite la fièvre. Il y a aussi l'idée de développer, c'est en particulier la CGC qui fait cette proposition, de développer un syndicalisme de type anglo-saxon, c'est-à-dire où pour bénéficier de la convention collective ou de l'assurance chômage, il faudrait être adhérent du syndicat qui a signé la convention collective en question. Ça ne peut pas non plus être notre choix. Mesurons que dans la faiblesse de syndicalisation du syndicalisme français, qui est historique, il est incontestable que c'est lié à notre histoire sociale et notamment à l'intervention de l'État. Le fait que les conventions collectives soient étendues par l'État fait qu'il n'y a pas d'intérêt majeur à être syndiqué. Il n'y a pas d'intérêt personnel à être syndiqué. On a la même situation, les syndiqués ont la même situation sociale que les non-syndiqués.
Le seul plus qu'amène la syndicalisation, eh ben, c'est le fait de dépasser sa propre condition en la mettant, en la confrontant avec d'autres, de pouvoir intervenir, de pouvoir agir, de pouvoir accéder à une forme de démocratie. Et moi, je pense que la principale question qui nous est posée aujourd'hui au syndicat, c'est est-ce que le syndicalisme offre toujours cette possibilité à ses syndiqués ou aux syndiqués potentiels? Les raisons de se syndiquer, je pense que depuis le début du siècle, depuis le début du XXe siècle, depuis la création de la CGT en 1895, je ne pense pas qu'elles aient beaucoup évolué. Il y a toujours, on se syndique pour être défendu, pour se défendre avec les autres, pour se faire respecter, pour être respecté, pour s'investir dans une action collective, quelquefois par phénomène de groupe, pour faire comme les autres, quand le groupe est puissant dans l'entreprise, et puis aussi des raisons dites plus politiques, plus idéologiques, selon les périodes historiques, pour lutter contre les guerres coloniales. Moi, ma première manif, c'est pour la paix au Vietnam, contre le racisme, pour les libertés, contre l'extrême droite. Voilà, toutes ces raisons, elles se cumulent dans les raisons de se syndiquer. Selon les périodes historiques, elles ne prennent pas la même ampleur, le même ordre, disons, la même hiérarchie. Par contre, ce que nous devons regarder en face, c'est que quels que soient les items que nous prenons, eh bien, le syndicalisme est aujourd'hui plus en difficulté pour répondre à l'attente que les salariés que nous voulons syndiquer peuvent avoir à son égard. Eh bien, être défendu quand le syndicalisme est absent de la majorité des entreprises, il est difficile de représenter quelque chose qui permet à tout un chacun de pouvoir mieux être défendu, représenté dans son entreprise. Se faire respecter, pareil. La dynamique de groupe, dans beaucoup d'entreprises, elle est très difficile à mettre en œuvre. Et quant aux raisons, disons, politiques, eh bien, elles rejoignent ce dont on discute depuis ce matin sur les problématiques générales posées à la société, aux questions de l'alternative, aux questions d'alternatives politiques dans lesquelles, ben, pour l'instant, c'est un grand brouillard. Alors, est-ce que ce que je viens de dire donne l'idée d'une fatalité sur la difficulté de se syndiquer? Eh bien, non. Au contraire, je pense que on a des éléments pas de confiance, oui, mais en tout cas qui nous montrent le sens dans lequel on doit aller. Alors, j'ai quand même travaillé l'état d'organisation de la CGT, pas pour qu'on parle de la CGT, même si on en parle depuis ce matin, mais parce que j'ai la possibilité d'avoir des chiffres et donc je travaille à partir de concret. Voilà, en 2020, 62% des nouveaux adhérents à la CGT, c'est-à-dire de ceux qui se sont syndiqués en 2020, 62% viennent du privé. Et 76% des salariés sont du privé. Donc, entre 62 et 76%, la marge n'est pas énorme. Hein. Par contre, quand on regarde le total des adhérents de la CGT, hein, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis longtemps, pas seulement les nouvelles adhésions, on n'est plus qu'à 58% du total des syndiqués qui sont du privé. Cependant, c'est intéressant de voir qu'il y a plus de salariés du privé parmi les nouveaux syndiqués que parmi les anciens. Deuxième remarque, pour les femmes, 48% des nouvelles adhésions sont des femmes, c'est-à-dire exactement leur proportion parmi les salariés. Donc, ça bouscule une idée reçue. Les femmes n'ont ni plus ni moins d'obstacles à se syndiquer que les hommes. Les deux en ont trop, à mon avis, ni les femmes ni les hommes ne se syndiquent suffisamment, mais il n'y a pas plus de différence. Même à la CGT, il n'y a pas plus de difficulté à se syndiquer à la CGT quand on est une femme que quand on est un homme. Enfin, les moins de 30 ans représentent 15% des nouvelles adhésions à la CGT. Ils sont 21% de l'emploi salarié. Ce 15%, si on intègre le fait qu'il y a tous les phénomènes de précarité, en particulier dans la jeunesse, on peut considérer qu'il n'est pas si mauvais. Mais attention, 15% des nouvelles adhésions, mais seulement 4% des adhérents totaux. Donc, on voit là, même si évidemment vieillir est quelque chose de naturel, nous en savons tous et toutes quelque chose, mais c'est quand même, on voit qu'on a du mal à ce que les jeunes arrivent suffisamment en masse à la CGT pour changer la statistique globale. Et
ce sur quoi je veux insister, c'est que quand on pousse plus loin l'analyse, on voit que sur les 3 années 2016, 2017, 2018, la CGT a réalisé 108 000 adhésions nouvelles, mais que le nombre de syndiqués total, lui, a baissé de 25 000. C'est-à-dire vous avez 108 000 nouveaux et nouvelles syndiqués et vous perdez quand même, enfin nous perdons quand même 25 000 syndiqués. Ma conclusion, c'est qu'il ne suffit pas d'être attractif, il faut aussi répondre aux attentes, ne pas décevoir les attentes. Et je précise qu'on a fait quelques sondages, ce ne sont pas les nouveaux adhérents qui quittent le plus facilement la CGT. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a bien sûr les licenciements, les restructurations, les départs en retraite, où nous avons du mal sur la continuité syndicale. Et puis aussi des raisons de déception parce qu'on ne se sent pas intégré à la vie syndicale. Et là, je reviens à ma problématique de tout à l'heure, c'est celle de la démocratie syndicale. On se rend compte que dans la vie syndicale concrète, dans les entreprises, dans les établissements, l'activité repose très souvent sur les élus ou les mandatés. Et que le collectif syndical se réunit peu, discute peu. Bien sûr, il y a d'énormes difficultés mises par l'organisation du travail, par les employeurs, et la flexibilité en est le plus important. Il n'y a plus d'heures communes, on n'a même plus de pauses en commun pour pouvoir discuter du syndicalisme. Et du coup, la relation au syndicat se distend. Et on se sent presque aussi isolé dans bon nombre d'entreprises qu'en étant syndiqué que si l'on ne l'était pas. Et quand du coup l'employeur fait miroiter qu'on serait mieux traité si on n'était pas syndiqué, eh ben, peut-être qu'on y est un peu plus sensible. J'ajoute, donc pour moi la démocratie, elle commence dans cette vie syndicale avec des syndiqués actifs qui participent, qui décident de la forme d'action, des revendications à poser, etc. Il y a la question de l'élection, des élections professionnelles. On en a parlé ce matin à partir du résultat de la représentativité. Nous constatons dans les élections professionnelles les mêmes phénomènes que ceux qui sont à l'œuvre dans les élections politiques, c'est-à-dire des abstentions qui sont de plus en plus importantes. Mais ce n'est pas ça finalement le principal. Le principal, c'est une différence selon les catégories sociales. Et on s'aperçoit que plus on est au bas de l'échelle, et moins on participe aux élections. Se rajoute à ça le fait que de plus en plus les élections sont organisées par Internet. Il y a pratiquement plus d'entreprises maintenant où on vote avec des urnes, donc on pouvait organiser des déplacements collectifs, un recensement, etc. On faisait des journées d'élection, des journées d'action en fait dans les entreprises il y a encore quelques années. Internet, ça ne permet pas ça et ça clive entre les catégories sociales. Et donc, on voit que, enfin, contrairement à une idée reçue aussi, le taux de syndicalisation des cadres est plus important que le taux de syndicalisation des catégories du bas de l'échelle, ouvrières, employées et a fortiori précaires. Or, si vous voulez, je crois que cette question de la vie syndicale d'établissement ou local, je vais y revenir, est très importante pour que le syndicalisme permette de sortir de l'isolement, de prendre conscience de sa situation salariale, de prendre conscience des rapports de force, de prendre conscience de ce à quoi on a affaire, de pouvoir le confronter avec d'autres. Très important aussi pour lutter contre la violence, parce qu'en fait, quand on a commencé à exprimer son vécu, qu'on a décidé d'une forme d'action avec d'autres collectifs, qu'on fait des trucs, etc., on a moins envie de recourir à des formes qui portent atteinte aux personnes, soit à soi-même, soit à des collègues. On a vu quand même des drames dans une entreprise encore récemment. Hein. Je pense qu'une vie syndicale présente aurait permis sans doute d'éviter qu'on en arrive là. Et donc, à la CGT, il y a d'autant plus de problèmes à faire vivre cette démocratie syndicale qu'on se rend compte qu'un grand nombre de syndiqués qui sont affiliés à la CGT, qui sont syndiqués à la CGT, qui payent leurs cotisations régulièrement, sont cependant considérés comme isolés, c'est-à-dire ne sont pas rattachés
à un syndicat, donc à une vie syndicale, comme je viens de le préciser. Et quand on pousse l'analyse un peu plus loin, on s'aperçoit que ce qu'on appelle donc des syndiqués isolés, ce qui est pour un syndicat, enfin, être syndiqué isolé, c'est vraiment absolument contradictoire. On s'aperçoit que dans le secteur public, il n'y a pratiquement pas de syndiqués isolés. Tous sont rattachés à un syndicat, plus ou moins proches, mais tous sont rattachés à un syndicat. Dans l'industrie, on a un syndiqué sur 10 qui est isolé, mais dans le commerce ou dans l'intérim, c'est un syndiqué sur 2 qui n'est pas affilié, qui tout en étant à la CGT ne trouve pas sa place dans un syndicat collectif. Et donc ça, c'est une question décisive. Alors, on a parlé ce matin beaucoup du rapport entre interpro et pro. Je pense que ce dont on a besoin, c'est d'être le plus localisé possible, le plus près possible des personnes. Mais je ne crois pas que nous puissions nous passer du professionnel. Karel, à l'instant, vient de parler de McDo. McDo, il y a une profession, il y a une entreprise, on s'exprime par rapport à une entreprise. On a parlé d'autres exemples, je vais y revenir d'ailleurs, des livreurs à vélo ou bien des femmes de chambre. À chaque fois, les revendications sont liées à une entreprise, à un employeur, donc à du professionnel, même si on est précaire. Ça n'est pas parce qu'on est précaire, parce qu'on est en contrat précaire, qu'on ne doit, on n'a plus de revendications professionnelles. Donc, il me semble que notre objectif doit être de ressembler, que notre syndicalisme ressemble à ceux et celles qu'on veut rassembler, et les rassembler pour que la situation change. C'est un sujet majeur. Alors, le problème, c'est de savoir par où on commence. Hein. C'est le problème de la poule et l'œuf, parce que nous savons que la plupart du collectif militant sont déjà ont un certain âge, sont des salariés souvent en contrat stable, qu'ils soient en CDI dans une entreprise privée, grande entreprise la plupart du temps, ou à statut. Et donc, il faut faire un effort considérable pour arriver à se mettre dans la peau de personnes en situation de précarité et avec toutes les dominations auxquelles nous avons fait allusion tout à l'heure. Et on a tendance, c'est humain, on a tendance à reproduire, les militants ont tendance à reproduire, à chercher à promouvoir des militants qui leur ressemblent. Et c'est un peu cette mécanique-là qu'il faut qu'on casse pour permettre à ces personnes de prendre toute leur place. Ça vaut pour les revendications, ça vaut pour les formes d'action. Par exemple, les manifs. Moi, je pense que, enfin, moi, personnellement, dans ma responsabilité, c'est à partir de 95 que j'ai vu un décrochage. Avant 95, la manif portait les grèves. C'est-à-dire, il y avait des grèves dans les boîtes, les grévistes allaient à la manif. Et même s'il y avait une journée de manif, on se mettait en grève pour aller à la manif. Il y avait un piquet de grève et on y allait collectivement. À partir de 95, on a vu la juxtaposition à la fois de salariés qui étaient en grève, reconductibles, cheminots, PTT, EDF, ou en grève d'une journée, notamment dans la fonction publique, mais aussi de salariés, de petites entreprises, etc., qui n'étaient pas en grève, mais qui venaient simplement manifester. Et ce mouvement n'a pas cessé de s'accentuer depuis. Mais aujourd'hui, on va dans les manifs tout seul. On n'est plus porteur de grève de l'entreprise dans la manif. Et donc, on voit que les manifs perdent en substance de ce point de vue. Et quand beaucoup de jeunes disent « mais il y en a marre de ces manifs ronrons, etc. » Ben oui, parce qu'on n'y vient plus avec les banderoles de l'entreprise, les revendications de l'entreprise en groupe. Voilà. Et donc, cette question des formes d'action à construire avec les salariés eux-mêmes, elle me paraît très importante. On a parlé des gilets jaunes ce matin et des ronds-points. Ils ont eu la forme d'action qui leur correspondait. Et on a vu que pour beaucoup, ils avaient découvert sur les ronds-points le sentiment de solidarité que nous connaissons bien, nous, dans le mouvement syndical. Mais on a vu aussi qu'ils ont eu du mal à porter des revendications, justement parce que c'était territorial. Il y avait toutes les professions. Leur seule revendication portait vis-à-vis du gouvernement. Le patronat était très tranquille et les situations de personnel de ces personnes n'ont pas eu de lieu
ou être portés pour faire aboutir, faire améliorer leurs conditions. Alors, on en a parlé, donc je vais peu y revenir, sur les femmes de chambre de l'Ibis-Batignolles qui viennent de gagner. Elles ont gagné, alors, femmes de chambre issues de l'immigration, parlant peu ou mal le français, pour beaucoup ne sachant pas lire et écrire, et elles viennent de faire céder le groupe Accor sur un principe fondamental qui est l'égalité de traitement entre les salariés de l'entreprise sous-traitante et le donneur d'ordre qu'est le groupe Accor. Avec beaucoup de choses en matière de salaire, de conditions de travail, je vais pas développer, mais on est bien parti dans cette action, d'abord d'un syndicat professionnel qui est le syndicat des hôtels de prestige de la Fédération du commerce CGT. Et on est parti de choses très, très concrètes que Marie-Hélène appelait tout à l'heure le service. Certains peuvent considérer que c'est du service. Moi, je considère que c'est la mission fondamentale du syndicalisme que de faire connaître leurs droits aux salariés et de les aider à en gagner d'autres. Le deuxième exemple, c'est les livreurs à vélo, où, comme l'a dit Daniel Tartakovsky ce matin, plusieurs syndicats se créent maintenant, beaucoup à la CGT, mais pas seulement, il y a aussi des syndicats autonomes. Ce qui est intéressant, c'est que les livreurs à vélo, c'est pareil, ce sont des personnes issues de l'immigration pour la plupart, qui ne trouvent pas d'emploi par les formes normales par ailleurs, mais qui aussi ont voulu accéder à ces formes d'emploi pour préserver leur autonomie. Ils ne voulaient pas être salariés, hein, ils revendiquaient de ne pas être salariés. Bon, on a essayé de ne pas se fâcher, hein, mais essayer de voir avec eux, parce qu'ils sont venus aussi à la CGT, ils sont venus dans les bourses de travail pour nous solliciter, et de voir avec eux qu'est-ce qu'ils voulaient. Et les premières revendications qui sont venues, c'est la prévention des accidents, c'est le fait de pouvoir avoir accès à la sécurité sociale et que les plateformes participent au financement de la sécurité sociale. Et puis ensuite vient la demande de droit au congé, la possibilité de cotiser pour la retraite, puis la question des rémunérations, pas seulement liées à la tâche, mais aussi de prendre en compte les temps non travaillés, etc. Bon, comme le disait Daniel ce matin, 150 heures d'histoire de construction du Code du travail qui viennent en quelques heures, quelques jours, etc. Cependant, c'est comme ça qu'il faut qu'on procède. Il n'y a pas 36 000 solutions. Donc j'en viens. Oui, combien de temps? J'ai dépassé. Oui. Alors je m'arrête. Merci. Excusez-moi. Tant pis pour le nouveau statut de travail salarié, mais j'ai fait d'autres interventions par ailleurs, donc vous pourrez les retrouver. Francis, à toi. Oui, merci. Alors, parmi les questions qui sont remontées, questions de deux ordres, à mon avis. Certaines sont, je dirais, davantage des précisions sur ce qui est entendu par là. Je m'explique. Hein. Ça s'adresse peut-être particulièrement à des notions qu'a développées Karel. Quand tu évoquais les développeurs CFDT, donc il y a une demande de quoi s'agit-il en gros, hein. Et puis d'autre part, une question qui est, c'est à mi-chemin entre le questionnement, la demande d'explication et peut-être aussi de réflexion sur les rassemblements non mixtes et le syndicalisme intersectionnel. Voilà, Maryse, enfin, pas seulement Maryse, hein, mais ça s'adressait peut-être particulièrement à un aspect de ton intervention. C'était un questionnement sur la part, malgré tout, des pressions patronales très importantes, jugées par la personne qui a posé la question, comme explication de la désyndicalisation. Voilà, alors il y a peut-être d'autres questions qui vont venir, mais le propre, justement, c'est parfois d'attendre à la fin des interventions pour qu'elles se posent. Peut-être que Jean-Michel complétera si des choses m'ont échappé. Oui, il y a une question que Gérard Askeri a posée à tout le monde. En gros, qu'est-ce qu'on peut dire de l'ubérisation et de la déstructuration, restructuration du rapport de subordination, y compris dans la fonction publique, hein, avec le New Public Management, et quelles conséquences et quels problèmes, en gros, pour le syndicalisme. Donc ça se pose à tout le monde, hein, c'est pas...
Voilà, donc je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer, peu importe, Karel peut-être sur les questions d'éclaircissement, si je puis dire. Oui, oui, d'accord, pour apporter quelques compléments. Alors, la notion de non-mixité, alors en l'occurrence, là, quand j'en ai parlé, c'était pour désigner une action qui était menée par des femmes, entre femmes, et de manière plus générale, l'idée de réunion non-mixité, on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec l'histoire de l'UNEF, hein, c'est la possibilité ouverte à des personnes qui s'estiment victimes de discrimination ou d'oppression particulière de se réunir entre elles pour avoir, alors donc, dans le cadre de l'UNEF, il s'agissait d'un espace de parole où justement la parole puisse se manifester plus librement sans la pression que peut exercer la présence d'individus qui pourraient être perçus comme des potentiels oppresseurs. Et là, en l'occurrence, il s'agissait donc de désigner une action, et c'est assez courant dans la pratique des collages féministes, en fait, hein, que ces collages seraient donc organisés en non-mixité entre femmes. Si on veut rentrer un peu plus dans le détail, on préciserait entre femmes cisgenres et transgenres, mais qui revendiquent l'identité de genre féminin. Sur la question qui renvoie plus aux pratiques syndicales de la CFDT, donc la politique de développement, donc là je m'appuie beaucoup sur les travaux qui ont été menés par Cécile Guillaume et Sophie Pochic, hein, qui ont étudié ça d'un peu près du côté de la CFDT. La CFDT a été la première confédération à poser ouvertement le problème de la désyndicalisation, hein, au début des années 80, et avait mis en place un groupe d'action pour la syndicalisation, donc qui est un groupe de réflexion confédérale. Et parmi les mesures qui sont sorties de ces réflexions dans les années 80, il y a eu la mise en place d'un fonds confédéral pour le développement qui proposait aux organisations confédérées, donc aux syndicats, aux unions territoriales, aux fédérations, des contrats de développement. Les contrats de développement étant donc en gros des financements en contrepartie de l'engagement de la structure contractualisant avec ce fonds à augmenter le nombre d'adhérents. Donc il y avait des objectifs quantifiés, et après la forme que ça a pu prendre était variable selon les organisations, hein, puisque parfois il pouvait s'agir, comme dans le cas de la fédération Interco, de permanents qui étaient spécialisés comme des développeurs. Donc quand j'ai parlé des développeurs, c'était surtout à eux que je faisais référence, donc des permanents syndicaux dont la mission et d'accompagner cette pratique de syndicalisation. Et puis, à l'inverse, dans d'autres secteurs, dans les métaux, par exemple, hein, l'idée du développement devait plutôt être portée par l'ensemble des exécutifs, des instances syndicales. Voilà. Et juste pour préciser, hein, les petites distinctions, justement, ça, c'est quelque chose sur lequel je reviens dans le texte là, que j'ai cité à la fin, dans la postface au bouquin de Marielle Bencheboun, qui est une des organisatrices du REACT. La politique de développement de la CFDT, elle s'appuyait beaucoup sur le droit syndical et sur les ressources du droit syndical et du dialogue social d'entreprise. Alors qu'un des enjeux, justement, des pratiques d'organizing telles qu'elles sont inspirées par les méthodes anglo-saxonnes, c'est plutôt, justement, de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait quand ce droit syndical, quand les institutions salariales classiques font un peu défaut, en particulier, justement, pour s'adresser aux travailleurs, travailleuses précaires, racisés, qui n'ont pas de lieu de travail fixe, etc., etc. Donc, c'est une autre façon de penser le travail de syndicalisation, mais ça a comme point commun quelque chose qu'évoquait ce matin Jean-Marie Pernaut, qui est de concevoir la syndicalisation non pas comme une démarche individuelle, mais comme un processus collectif sur lequel il puisse y avoir justement une action syndicale raisonnée qui se mette en œuvre. Oui, donc sur l'autre aspect effectivement important qui a été évoqué sur la nature du lien de subordination, la portée et le sens de la remise en cause, qui est-ce qui souhaite intervenir? Enfin, au choix, allez-y. N'importe. Moi, je peux. Maryse, Michel, enfin n'importe, allez-y. Hein. Oui, le lien de subordination, c'est en fait ce qui définit le salariat. C'est-à-dire, il y a un contrat de travail entre un employeur et un salarié. La situation n'est pas égale entre l'employeur et le salarié. Tout le code du travail, au fur et à mesure des luttes et des rapports de force, s'est construit pour faire reconnaître la responsabilité de l'employeur et protéger davantage le salarié. Donc, au prud'homme, devant les tribunaux, etc., l'action syndicale s'appuie beaucoup sur le lien de subordination. Par exemple, les
les travailleurs des plateformes, donc les livreurs à vélo, mais toutes les plateformes de ce type, les plateformes numérisées, nous servons du lien de subordination, avec leur accord évidemment s'ils le souhaitent, pour faire reconnaître qu'ils ne sont pas véritablement indépendants, qu'ils ne sont pas véritablement autonomes, qu'ils ont un donneur d'ordre et que donc on doit leur attribuer la situation de salarié avec les garanties du salariat et la responsabilité d'employeur pour la plateforme. Mais d'un autre côté, ce lien de subordination, il a pour effet un peu négatif, disons, que le niveau des droits des salariés, par exemple les conventions collectives, elles dépendent de l'employeur et non pas du salarié. On n'a pas le même statut social, on n'a pas la même convention collective si on travaille dans le commerce ou dans l'industrie, et à l'intérieur du commerce, il y a plus d'une centaine de conventions collectives différentes. Et c'est à chaque fois les employeurs qui décident du champ de la convention collective, contrairement aux États-Unis d'ailleurs, où ce sont les syndicats qui en décident. Et de la même façon, selon qu'on travaille dans une petite ou dans une grande entreprise, ben, on n'a pas non plus les mêmes droits. Donc, la volonté de la CGT, c'est d'arriver, sans lâcher la proie pour l'ombre, mais d'arriver à dépasser le lien de subordination pour que le salariat puisse être défini à partir de droits attachés à chaque personne du salarié, qu'il ou elle pourrait faire valoir tout au long de sa vie, une continuité de ses droits tout au long de sa vie, même en cas de changement d'employeur, donc transférabilité des droits, continuité des droits, progression de carrière, salaire, etc. et employeur tenu de respecter ses droits des salariés au lieu que le rapport de force inverser en quelque sorte la subordination. C'est ce que la CGT propose avec son nouveau statut du travail salarié, donc la partie que je n'ai pas traitée tout à l'heure n'en ayant pas eu le temps, mais c'est ma faute, hein, je ne fais pas de critique. C'est, je pense, quelque chose que le syndicalisme en termes d'alternatives, on a dit ce matin que le syndicalisme devait être autonome dans sa réflexion sur des alternatives au libéralisme et à la société capitaliste. Je pense que en le faisant à partir du travail et à partir du salariat, il a là une grande possibilité d'avancer. Mais évidemment, pour l'instant, ça apparaît très loin, très élevé, et c'est pourquoi la CGT ne veut pas comment dire, définir son projet avec les virgules, les accents, etc. Elle a une vision, elle a une visée, c'est une colonne vertébrale, et ensuite on veut le construire pas à pas avec chaque personne. Et pour les salariés en précarité, la première idée, c'est que dès la première heure de travail, on constitue des droits. Et ces droits, ils doivent être reconnus, opposables, etc., avec en ligne de mire la création d'un nouveau service public de l'emploi et de la transférabilité des droits, qui serait un service public pour tout l'ensemble des salariés, l'ensemble des gens qui vivent de leur travail, et pas seulement comme il est aujourd'hui pour les privés d'emploi. Ce serait un service public d'ensemble qui serait chargé de faire respecter les droits en question des salariés. Je ne développe pas plus de façon à ne pas user du supplément de temps de parole que vous m'avez donné. Non, mais il n'y a pas de problème. Je crois que c'est vraiment tout à fait bien que tu aies quand même eu l'opportunité de développer cette notion tout à fait importante. Et je le dirais d'autant que le sentiment qu'on a, mais peut-être un petit peu de l'extérieur, c'est que selon les moments, ce projet qui me semble extrêmement important n'a peut-être pas été porté avec toujours la même intensité, y compris par la CGT. Et voilà, mais j'en dis pas plus, hein, c'est pas une critique, mais c'est simplement que ça me semble tout à fait important en termes de réponse alternative, mais justement, je crois que c'est utile de l'éclairer et d'y revenir de cette façon. Alors, sur la même question, je crois que Michel, tu voulais rajouter quelques éléments, et voilà, vas-y. Hein. Après, je passerai la parole à Paul qui souhaite également intervenir. Oui, c'est juste quelques réflexions, mais par rapport à la question, c'est de penser aussi dans le quotidien à ce qu'on vit, parce que l'ubérisation, destruction, restructuration du rapport de subordination, c'est pas uniquement pour les précaires. Je vais prendre l'exemple de Pôle emploi, donc quand même établissement public, 50 000 salariés. On assiste aussi à des formes aussi là, je veux dire d'ubérisation.
en développant par exemple l'intra-entrepreneuriat au sein même des CDI, au sein même des contractuels de droit public. Ça fait partie des nouvelles, alors je vais dire comme ça, excusez-moi, mais lubies du management, mais qui visent aussi, et pour moi c'est là où je fais le lien, qui vise aussi à, bien sûr, avoir l'adhésion du salarié, de l'ensemble des salariés, à faire passer aussi les choses plus en douceur, à recueillir l'adhésion sur les politiques menées par les directions. Bref, derrière, à masquer aussi cette direction. Voilà, j'y trouve là, depuis quelques années quand même, une volonté de dire, enfin, d'effacer la direction et donc de nier qu'il puisse y avoir même un rapport de force. C'est là où je trouve qu'il y a un danger. Et c'est là aussi où quelquefois on peine à convaincre les salariés, quel que soit leur statut, parce que le patron n'est plus le patron. Il n'y a plus de patron. Il y a des managers qui se présentent comme des alter-ego, qui font le boulot, hein, c'est pas, voilà, qui sont formés aussi à ça, et on ne voit plus le patron, tout le monde est patron. Alors c'est la question aussi de l'autonomie, mais du coup, comment aussi justifier, si je puis dire, l'action syndicale? Enfin, on perd quelques repères là. Dans notre discours vis-à-vis des salariés, dans notre action vis-à-vis des salariés. Alors, on peut toujours essayer, et on ne s'en prive pas, de démonter le système, mais ça devient plus difficile parce que derrière, il y a une réelle volonté, comment je peux dire, je me demande si, paradoxalement, il ne faudrait pas revenir à un véritable rapport de subordination. Voilà, parce que là, dans beaucoup de cas, quand même, on se rend compte que dans les paroles, voilà, ce sont des collègues, ce sont des collaborateurs, ce sont des pairs. Mais il est où le patron? Il est où le patron? Parce qu'au final, quand même, c'est bien lui qui décide. Maryse le disait, mais une convention collective, c'est quand même à l'initiative d'un patron derrière. Une augmentation de salaire, c'est à l'initiative d'un patron. Et tout est fait là, enfin, on a le sentiment là que tout est fait pour masquer, y compris ce pouvoir de direction. Alors qu'on va retrouver ensuite individuellement, bien sûr, hein, au moment du développement de l'entretien annuel, par exemple, au moment du versement d'une prime. Voilà, là, on va bien revoir le patron. Hein, mais entre ces moments-là, et je veux dire, le management va essayer de déconnecter ces moments-là du quotidien, où là, réellement, on veut nous emmener dans une société où on serait égaux. Ce que, franchement, je ne pense pas. C'est juste comme ça. Merci. Un sentiment là est tiré en plus d'une expérience personnelle actuellement sur ce qui se passe. Je termine juste là-dessus, hein, mais quelque chose qui est assez affolant pour les 50 000 salariés de Pôle emploi, c'est la mise en place d'une université du management qui développe, qui fait des webinaires, qui fait des conférences, mais pratiquement tous les jours, sur l'heure de midi pour les cadres d'ailleurs, et où on va retrouver des tas d'interventions sur le positivisme, sur comment réussir par soi-même, sur bref, tout ce qu'on peut, le bonheur. Alors c'est voilà, mais ça pour les travailleurs, pour les salariés. Alors je suis d'accord qu'il faut de préférence bien-être dans son travail. Enfin, le travail reste quand même pour gagner un salaire. Alors, il y a une vie professionnelle, on parle de vie professionnelle, mais ça n'est pas la vie. Donc, et là, enfin, je pense qu'il y a une volonté du patronat, il s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, de masquer, comme on l'a connu avant, mais là c'est encore plus accentué, et ça s'appuie aussi sur un management sur lequel il faut s'interroger. Pardon. Merci Michel. Oui, Marie, j'ai noté ta demande. Si tu veux bien, je vais laisser Paul peut-être intervenir et puis ensuite je passe. Et ensuite, j'ai une question pour vous toutes qui, je pense, sera intéressante.
Paul? Moi, je vais être très bref. Avant de poser la question que je souhaitais vous poser, d'abord, par rapport à ce qu'a dit Maryse tout à l'heure sur la question du nouveau statut du travail, je rappelle que nous avons mené avec l'Institut d'histoire sociale de la CGT des séminaires où cette question-là a été très présente et que cela donnera lieu très prochainement à la publication des travaux de ces séminaires qui sera donc bientôt disponible, donc à la fois coédité par l'Institut d'histoire sociale de la CGT et l'Institut de recherche de la FSU. La question que je voulais vous poser, elle est sur la question de l'articulation entre syndicats de service ou syndicats de transformation sociale. Est-ce que sur cette question, il ne faudrait pas là aussi qu'on évite de se faire enfermer dans un dualisme qui en fait est assez pratique là aussi dans les perspectives du néolibéralisme? Parce qu'on peut très bien penser la question du service dans les finalités de la défense des droits, dans les finalités de l'acquisition de droits nouveaux, et dans ce cas-là, il n'y a absolument aucune difficulté à trouver des articulations extrêmement fortes, à lier fortement le travail du syndicalisme de transformation sociale et le travail du syndicalisme de défense qu'on appelle parfois un peu péjorativement corpo ou qu'on peut appeler de service. Est-ce que donc on n'a pas là aussi à faire très attention à ne pas se faire piéger par une vision binaire de cette affaire? Maryse? Okay. Vas-y, Maryse. Oui, merci. Donc, deux choses d'abord, parce que tout à l'heure, je n'ai pas répondu sur la question des pressions patronales pour la syndicalisation. C'est la première raison que quand dans les sondages d'opinion, dans les enquêtes d'opinion, quand on demande aux salariés du privé les principales raisons pour lesquelles ils ne sont pas syndiqués, la première raison qu'ils mettent, c'est la crainte des représailles patronales. Hein, donc, c'est montrer, voilà. Cela étant, la répression patronale, elle a toujours existé. C'est vrai que quand on est dans une entreprise où il y a déjà un collectif syndical étoffé, qu'on soit un de plus ou de moins, la pression patronale, elle est moins forte que si on est que quelques-uns et que le patron nous vise. Moi, je pense que des réflexions plus profondes sont liées au travail, précisément au travail comme activité, comme le disait tout à l'heure pardon, j'ai oublié son nom, Marie-Hélène, je crois. Et ce qui vient d'être dit sur Pôle emploi me confirme là-dedans. En fait, le néolibéralisme va jusqu'à l'organisation du travail. Ce qu'ils veulent, c'est que chacun d'entre nous devienne l'auto-entrepreneur de lui-même, entre guillemets, y compris dans le cadre du travail salarié. Et ça a pour effet de détruire les collectifs de travail, de détruire les équipes de travail. Et on se sent concurrent de la personne d'à côté plutôt qu'en entraide avec elle voilà, on a des objectifs personnels, individualisés, etc. On s'y laisse prendre aussi quelquefois, mais du coup, le syndicalisme qui repose précisément sur des valeurs de solidarité, il a d'autant plus de mal à s'implanter que le travail que le travail est organisé pour détruire les solidarités entre collègues. Cependant, ce qu'on voit sur les réactions par rapport au télétravail, où on voit que beaucoup de salariés disent à quel point aller sur le lieu du travail, avoir des échanges avec les collègues leur manque quand ils sont chez eux, je pense que ça nous montre que c'est pas gagné pour les directions d'entreprise et que nous-mêmes, mais en étant vraiment sur les questions du travail, sens, finalité, comment on l'organise, qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, quel esprit d'équipe, etc. Si le syndicat s'empare de cette question-là, je pense qu'il y a un large champ devant lui. Et en fait, sur la question des services, je partage complètement ce que vient de dire Paul. Je pense que la question n'est pas d'opposer syndicalisme de transformation et syndicalisme de service. La question, c'est qu'on n'a pas la même vision du service selon qu'on a une ambition de transformation et de proximité avec les catégories les plus exploitées, ou selon qu'au contraire, on pense que le service en termes de consommation ou de commerce va suffire à tout. Voilà. Mais moi, quand je regarde la CGT dans son histoire, plus elle était nombreuse, plus elle était forte et plus elle assurait des services aux salariés. Depuis moi je suis postière, tout le monde, enfin beaucoup le savent, dans ma fédération, organiser les préparations au concours interne pour les personnels de la Poste. Et on considérait que ça faisait partie de notre activité syndicale. Et on aidait les gens à défendre leurs droits. La CGT d'aujourd'hui a une association de consommateurs. Voilà, il n'y a pas d'opposition entre
Enfin, c'est une fausse opposition, syndicalisme de service, syndicalisme de transformation. Il y a simplement une façon différente de concevoir le service aux syndiqués ou aux salariés selon l'ambition qu'on a ou pas de transformer la société, la condition salariale, à mon avis. J'ai une question pour vous tous et toutes, qui est la suivante. C'est pas quel syndicalisme pour les 17,5 millions de retraités qui seront 24 millions en 2060 et représenteront alors un tiers de la population? Il s'agit de la France, bien sûr. Donc, à qui la veut? Si personne ne se lance, mais j'ai beaucoup parlé, donc je ne voulais pas. Voilà, à la CGT, on essaye de développer un syndicalisme parmi les retraités sur la base de l'idée de la continuité syndicale, c'est-à-dire on a un vieux truc à la CGT, c'est vraiment, on reprend notre carte chaque année. Donc évidemment, quand on passe à la retraite, si on reprend pas sa carte, on n'est plus syndiqué. Donc on essaye de travailler au contraire un continuum. Mais il ne faut pas se cacher, pour celles et ceux d'entre nous, c'est mon cas, je suis retraitée aujourd'hui, que la vie change beaucoup. C'est-à-dire que, quand on est dans actif, quand on est dans une boîte, justement, on a un lien avec un collectif, on sait quel est l'interlocuteur patronal ou étatique, mais quel est celui dont dépend notre situation salariale, etc. Quand on est retraité, c'est beaucoup plus diffus. Il y a tous les syndicats sont confrontés aux mêmes problématiques. Il y a d'ailleurs parmi les organisations syndicales de retraités beaucoup d'actions communes de retraités. C'est peut-être là qu'il y en a le plus, beaucoup plus que chez les actifs. De nombreuses actions communes sur les questions de revalorisation des pensions, sur toutes les questions qui concernent les retraités, en fait, les questions de santé, les questions de protection sociale. Plus on vieillit et plus c'est majeur, et y compris en arrivant jusqu'aux questions de perte d'autonomie et de dépendance. Mais il ne faut pas se cacher que la vie prouve que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une vie syndicale authentique parmi les retraités, sauf dans un certain nombre de professions. Pour les pensionnés de la fonction publique, c'est moins difficile que dans le privé où la boîte a disparu. Les collègues sont éparpillés un peu partout. Quelquefois, à la retraite, on déménage parce qu'on se rapproche de la famille, on change de département, etc. On perd des liens. Et là, il y a une vraie problématique syndicale. Mais cela étant, nous considérons que la retraite, c'est la prolongation de la vie du salarié et donc le syndicalisme doit s'en préoccuper. Et nous vivons des cotisations que nous avons accumulées en tant que salariés, donc c'est une question très importante pour le syndicalisme. Karel, en tant que non-retraité, n'est-ce pas? Oui, moi je suis plus spécialiste du syndicalisme chez les plus jeunes que chez les retraités, mais ça permet un peu de faire le lien avec la question sur les services aussi, parce que quand on regarde un peu l'état de la syndicalisation dans les différents pays d'Europe, l'Italie, dont les rangs des syndiqués sont les plus fournis, elle doit beaucoup de sa syndicalisation au fait qu'elle accompagne les salariés dans la constitution de leur dossier de retraite. Et il me semble que de ce point de vue-là, avec la déstructuration des droits à la retraite, de l'accompagnement des retraités au moment de la liquidation de leurs droits, etc., le syndicalisme aura fort à faire pour fournir ce genre de services auprès des retraités de tout secteur. Donc, moi, je suis d'accord avec ce qui a déjà été dit sur le caractère un peu artificiel de cette opposition entre services et transformation sociale. C'était Marie-Hélène qui disait que bien souvent, justement, c'est en étant capable de fournir des services aux salariés qu'on fait la démonstration de l'utilité concrète du syndicat et qu'on peut participer à élever aussi la conscience et à les arrimer à d'autres enjeux justement que la fourniture de services. Cela étant dit, il me semble aussi qu'un des enjeux autour de la notion de service, c'est la façon de le comprendre aussi, parce que, et là c'est un petit peu ce qu'évoquait Maryse, il me semble, mais derrière l'idée de service, il peut y avoir aussi l'idée du syndicat perçu comme prestataire de service et comme guichet. Et donc, je pense que c'est ça aussi le spectre qu'il faut avoir en tête. Hein. C'est cette idée que
le service peut contribuer à placer le salarié, le syndiqué dans une position de passivité vis-à-vis du syndicat qui perçoit comme une entité extérieure, alors qu'un des enjeux, c'est justement de comprendre que la fourniture de services, ça fait partie des différentes tâches militantes du collectif syndical dont les syndiqués font partie eux-mêmes. Donc voilà, produire de l'information, de l'expertise en matière de droit, etc. Par exemple, c'est pas forcément quelque chose qui doit être réservé à une caste de spécialistes. Je voulais dire deux petites choses en fait. En plus, la première chose, c'est par rapport à un débat qu'on a eu ce matin, justement, autour de la question du syndicalisme en commun. Il me semble que c'est un petit peu ce que j'essayais d'avancer dans mon intervention en insistant sur l'idée du syndicalisme intersectionnel et je pense que la table ronde de tout à l'heure sur l'écosyndicalisme et celle de demain sur les luttes féministes permettront aussi de prolonger ce débat. Mais il me semble qu'un des enjeux justement pour construire ce syndicalisme en commun, c'est de ne pas réduire l'ouverture et les alliances entre syndicats et mouvements sociaux à des accords et des partenariats de sommet, à la construction de coalitions, si vous voulez, entre organisations. Et justement, d'ancrer dans l'expérience du travail, dans les relations de travail, la pertinence d'avoir justement un éclairage féministe, antiraciste, environnemental sur les problématiques au travail. Voilà. Et moi, c'était un peu dans ce sens-là que j'insistais sur la façon justement de montrer que dans un secteur comme McDonald's où on parle d'équipiers polyvalents, donc on a des salariés qui sont supposément interchangeables, en réalité, les propriétés perçues ou assignées, le genre, la race perçue, etc., sont des éléments qui sont organisés, structurés par les pratiques de management pour justement affecter les salariés sur différents postes de travail. Par exemple, les jeunes filles qui correspondent au canon de la beauté féminine, elles sont mises en première ligne, en caisse. Les autres, elles sont mises en retrait, etc. Donc, c'est en cela que j'insistais sur le fait que la perception des discriminations peut être un point d'appui justement pour politiser plus largement l'expérience des rapports de pouvoir qui sont au fondement de la subordination au travail. Voilà, ça, il me semble que c'est quelque chose d'important. Et puis, un dernier petit truc sur la façon dont la contractualisation, l'ubérisation et en gros le néolibéralisme en acte transforme le rapport de subordination. Du point de vue du chercheur qui est supposément être un salarié politique au sens plein du terme, si on reprend un peu l'idée que le salaire peut être, là je m'inscris dans les analyses de Bernard Friot qui a déjà été beaucoup cité aujourd'hui, mais que le salaire peut être un droit politique et donc le chercheur, fonctionnaire, titulaire de sa qualification, propriétaire de sa qualification, il est théoriquement le salarié le plus libre qui soit avec le développement de la contractualisation de la recherche, l'obligation faite de courir en permanence derrière des financements pour engager des recherches, et on voit se réinstaurer, y compris dans les secteurs les plus protégés du salariat, donc au cœur de la fonction publique comme chez nous les chercheurs, des formes de relations de dépendance et d'obligation qui s'instaurent par le biais de la course au financement, par exemple. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Oui, je voulais réagir effectivement par rapport à ces nombreuses questions et tout à fait essentielles, en recentrant sur ce qu'avaient été nos préoccupations initiales du point de vue de la table ronde, et en particulier de ne pas opposer le droit à l'emploi, effectivement, et la lutte pour l'amélioration, enfin, pour l'appeler comme on veut, soit l'amélioration des conditions de travail, mais ça va au-delà. C'est-à-dire s'intéresser suffisamment au contenu du travail, à la finalité du travail, pour que ces deux revendications légitimes et ces deux aspirations légitimes puissent se compléter et non pas s'opposer. Alors je le dis d'autant plus que, j'évoquais tout à l'heure le sort, en quelque sorte, de la façon dont avait été reçue la sécurité sociale professionnelle, encore une fois peut-être un peu de l'extérieur, mais moi j'ai eu le sentiment parfois que certaines interprétations qui pouvaient en être faites, y compris du point de vue d'éléments relativement combatifs et radicaux, c'était de dire « attention, si on se préoccupe de la sécurité sociale professionnelle, on risque d'abandonner le terrain de non au licenciement, zéro licenciement, etc. etc. » Donc je crois qu'effectivement, il faut essayer de trouver une approche qui permette de se compléter. Alors, de ce point de vue-là, c'est des questions qu'on a été amenés à réfléchir, à retravailler, y compris dans une perspective historique, dans nos ouvrages qu'évoquait Christian Smotin, dans le syndicalisme en commun en particulier, y compris en faisant un retour réflexif, mais peut-être n'est-ce pas si inactuel que ça, sur la période du syndicalisme révolutionnaire et le développement des bourses du travail.
Donc, je rappelle que dans cette belle période, d'une certaine façon, cette belle époque, enfin, on sait que ça s'est mal terminé, mais enfin, à un moment donné, à l'aube du mouvement ouvrier, il y avait l'idée qu'il appartenait au syndicalisme de prendre en charge, y compris les questions, effectivement, d'embauche, hein, mais y compris de formation culturelle, de formation dans tous les sens du terme, et bien évidemment, de la définition du travail. Donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est des éléments qui méritent d'être réfléchis, mis en perspective et actualisés aujourd'hui. Bernard Friot, qui était évoqué précédemment, je crois, le fait dans une certaine optique. C'est un des éléments que, pour notre part, nous avons mis en discussion dans notre ouvrage « N'attendons pas la fin du monde », au sens où, là, on peut avoir le sentiment, en quelque sorte, qu'on passe peut-être un petit peu de l'autre côté du cheval, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en gros, on est travailleur à vie, quoi, ce qui pose quand même le problème entre le travail et l'épanouissement hors du travail. Autant raisonner en termes d'activité me semble tout à fait juste, mais voilà. Donc, c'est dans le cadre de ces préoccupations, je pense qu'on peut peut-être poursuivre, y compris, et appréhender d'une manière actualisée toutes les questions qui se posent à nous. Merci. Je vous propose une toute petite question subsidiaire avant de faire une mini-pause entre les deux tables rondes, qui est la question des caisses de grève. Quelqu'un dit dans la discussion, c'est quand même un service qui est assez efficace au niveau des luttes et au niveau des batailles syndicales. Pourquoi est-ce que la CGT et la FSU ne systématisent pas la question des caisses de grève? Donc voilà, on peut aller vite sur la question, mais je pense qu'elle est intéressante. Maryse, vas-y, Maryse. J'ai bien compris que moi, mon expérience des caisses de grève, c'est qu'elles sont d'autant plus importantes qu'on ne fait pas grève. C'est-à-dire qu'une caisse de grève, quand vous avez beaucoup de grévistes et des grèves longues, eh ben, votre caisse de grève, elle est épuisée très vite et ça ne marche pas. Par contre, par exemple, les femmes de chambre d'Ibis, d'Ibis Batignolles, dont on parle depuis ce matin, elles ont aussi découvert une partie de l'action syndicale et de la CGT en allant dans toutes les manifs et en faisant des collectes dans toutes les manifs pour soutenir leur grève. Donc ça, on met des moyens là-dessus, c'est bien, il le faut. Je vais vous raconter, c'est une anecdote. En 2008, j'ai eu, dans le cadre de mes responsabilités, à rencontrer des syndicats du Japon. Et leur première question, ça a été justement de savoir comment on s'en sortait avec nos caisses de grève. Parce que eux, ils avaient des caisses de grève, ils ne faisaient jamais grève, donc ils avaient beaucoup d'argent. Ils avaient confié la gestion de leur argent aux syndicats américains, à la FL-CIO, et comme c'était la crise en 2008, la crise financière, tout ce qu'ils avaient mis de côté s'était effondré. Bon, c'est une anecdote, mais quand même, ça veut dire beaucoup de choses. Je pense qu'il faut surtout travailler, oui, les moyens de tenir dans la grève, et les moyens de tenir dans la grève, c'est beaucoup la solidarité de lutte, et on revient à la question du fondement de la solidarité dans le syndicalisme. Merci Marie.